Apéro spécial draft 2023. Alors, des perdants ou un peu comme pour les gagnants, hein, d'ailleurs, c'est toujours difficile de dire ouais, ces mecs-là, ils ont perdu et tout, la draft, faut jamais s'en sortir. Non, c'est pas vraiment le sujet de cette émission. Le sujet, c'est plus de se dire quelles sont les équipes ou les joueurs d'ailleurs qui, au sortir de cette soirée de draft 2023, n'ont certainement pas eu ce qu'ils auraient voulu ou ne sont pas forcément sur des bases aussi bonnes que celles qu'ils auraient souhaitées ou qu'elles auraient pu être, quoi. Exactement. Est-ce qu'il va y avoir des séquences vidéo dans cette vidéo qu'on va ressortir dans 6 ans? On va dire franchement, c'est un choix assez moyen, assez mid, assez humide. Et en fait, le mec est un multiple star candidat MVP. Assez froid, ouais. C'est ça, exactement. C'est possible. Non, mais c'est clair, à l'époque, Giannis Antetokounmpo en 15, on pouvait pas deviner. Voilà, Nikola Jokic, je rappelle, drafté pendant une pub Taco Bell. Donc, de toute façon, c'est aussi ça la draft. Desmond voilà, Bain, il y a des gens qui ont été draftés devant Michael Jordan. Notamment une personne principalement. Tout à fait. Mais voilà. Sam. Ouais, non, mais tu vois, donc. Là, encore une fois, on va essayer de se projeter. On va surtout essayer moi, j'aime bien cet exercice de me dire, ok, quels sont les gens qui ressortent là de leur soirée de draft? Ils se disent, attends. Quels sont les fans qui ont rage quit un petit peu? Les fans qui ont un sentiment amer, là, qui vont passer un week-end et se dire, voilà. Quels sont ces fans et pourquoi ceux des Celtics? Et pour... Non. Ah, dis donc. Tu te rappelles à 4h40 du mat où il y a le pic 25 qui arrive et là tu réalises qu'il y a eu un trade avec les Pistons, si je dis pas de bêtises. Indiana Boston Pistons. Ouais, enfin waouh. Compliqué un petit peu la soirée. On a vu que Brad Stevens s'est amusé avec des second tours draft parce qu'il savait pas quoi faire. Je vous remonte le gros tableau. Il est juste ici, c'est celui du premier tour. Je rappelle que aussi, si vous êtes sage, vous pouvez aller sur le site de Trash Talk et retrouver le tableau récap complet avec cette cuvée historique. Vous avez le premier tour et vous avez le second. Plein de choix qui ont été faits, savoir qui va où, c'est formidable. Il y a même des Français tout à la fin comme Sidi Sissoko ou Gigi Jackson du côté de Memphis. On en reparlera. Ce qui est sûr, c'est que là, on va devoir aiguiser un petit peu les couteaux. On tire la gueule, on se pose des questions. On n'est pas sûr que, mais si ça se trouve, on peut nous faire mentir. Alex, qui tu as sur ta liste? J'ai commencé à parler de lui tout à l'heure dans la vidéo des gagnants. Je maintiens, je pense que Damian Lillard ferait plutôt partie des perdants de cette draft, même si toi, Bastien, tu considères que les Blazers sont des gagnants. Oui. Ça se discute, il y a des arguments, mais justement, c'est peut-être parce que les Blazers au global paraissent comme ça être gagnants avec des jolis jeunes joueurs draftés, Scoot Anderson qui n'a pas été pris par les Hornets, ils peuvent le prendre et tout. Moi je trouve que tout ça mis bout à bout, le fait que les Blazers aient recruté un meneur à fort potentiel, Scoot Anderson, et qu'il faut le faire jouer. Tu prends pas Scoot Anderson là comme ça pour le foutre sur ton banc, faut qu'il joue. T'as Scoot Anderson et Shaedon Sharpe, tu vas les faire jouer. Shaedon Sharpe, à la limite, on peut discuter de la rotation, genre une sortie de banc avec du gros temps de jeu. Ah, il faut qu'il soit pour moi, voilà. Ah bah ouais, mais c'est pas sûr. Il a trop de talent. Bah, il a trop de talent. Mais je suis d'accord. Et en plus, ils ont drafté 2 fois, c'est-à-dire que pour l'instant, les renforts des Blazers, ce sont des rookies. Alors le deuxième rookie, c'est Chris Murray, c'est un rookie expérimenté, certainement prêt à contribuer tout de suite en NBA et tout, avec il a son frangin, c'est Keegan Murray qui est aux Kings. Ça s'est joué à un pic près. On aurait bien aimé Keegan Murray Chris Murray, pardon, aux Kings, mais bon. Voilà. Et je pense pas que ces 2 joueurs-là soient les renforts que Lillard attendait. Je ne pense pas que ces 2 joueurs-là, sans leur faire offense, soient capables, là, tout de suite, de faire passer un cap aux Blazers de ce Lillard qui a 33 ans maintenant, hein, je crois que c'est ça. 90. Et donc, bah ouais, Lillard, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? En train de dire, bon bah, il est sans moi le projet. Enfin, les types veulent. En tout cas, il y pense. Je sais pas s'il est persuadé ou quoi, mais ça lui traverse forcément l'esprit. Ça parle de trade, ça parle de ceci, de cela. Ça parle d'envoyer Anthony Simons avec le pick 3 aux Nets pour récupérer Michael Bridges. Ça discute. On voit Paul George photoshopé en maillot des Blazers. On voit Zion photoshopé en maillot des Blazers. Ça discute. Qui n'a pas été photoshopé en maillot des Blazers? Oui, bien sûr, évidemment, mais justement, il serait peut-être temps qu'il y en ait un qui tombe. C'est-à-dire que les Blazers... J'en ai un pour toi qui va tomber de transfert.
Et voilà, exactement. Mais est-ce que ça fait pour autant de Lillard un gagnant? Moi, je pense que Bah, il va là, peut-être gagner enfin. sur cette soirée de draft, dans un premier temps, ça fait de lui un perdant. Voilà ce que je pense. Alors, je comprends. Les choix des Blazers ne sont pas des choix qui vont dans le sens de ah ouais, t'inquiète, Damian, on va les mettre les joueurs autour de toi et on va essayer d'aller en finale NBA, tu vois. Et Non, j'entends. ça va pas dans ce sens-là, alors que lui, il a clairement dit que c'est ce qu'il voulait. Tout à fait. Public Service Announcement. Je sais que les fans des Blazers, alors que je viens de dire qu'ils sont vainqueurs de la draft dans la vidéo précédente, ont un amour, les fans des Blazers ont un amour incalculable et indescriptible pour Damian Lillard. Mais c'est Ok. normal, C'est normal, c'est le meilleur score de l'histoire de leur franchise, c'est peut-être même le meilleur joueur intrinsèque de l'histoire de leur franchise. Ouais. Fine, j'ai pas de problème, j'adore Damian Lillard. Ce que je dis juste, c'est là, il y a des choix qui ont été faits avec Scoot Anderson et avec Shaedon Sharpe, qui sont des choix que personnellement je valide dans un avenir que Portland va devoir créer, dans lequel, selon moi, Damian Lillard n'est pas, Voilà. si tu veux être compétitif. Donc t'es bien en train de dire que ce qui fait gagner les Blazers ne fait pas forcément gagner Lillard, en fait. Tout finalement. à fait. Et en fait, quelque part, là où Damian Lillard peut être un perdant de cette soirée, c'est par rapport à sa carrière avec Portland. Ouais. Ça, je peux l'entendre. Mais par contre, y a-t-il eu autant de moves évidents faits pour enfin le pousser à faire cette annonce et ce choix potentiel de dire écoutez, je pense que le choix, là on va le savoir dans 2-3 semaines, on vient de savoir là qu'aux alentours, je pense, de début juillet, 9-10 juillet, on aura à mon avis du temps donné là par Lillard Oui. au management Oui. et il prendra sa décision. Mais Oui. tu peux pas avoir autant de décisions qui sont prises. Là par exemple, tu vois, Portland est devant une éventualité la semaine prochaine de prolonger Jeremy Grant à 30 millions la saison. Ouais. À 120 millions sur 4 ans, j'ai même entendu 150 millions sur 5 ans. Ça fait cher. Ça fait cher. Ce qui m'est envoyé là comme message, c'est stop. On arrête ce projet-là. C'est bon, on est allé une fois en finale de conférence. Merci Nurkic, bye. Anthony Simons, regardez-le, on le met même dans un trade potentiel. Simons aussi. Mais il est mis dans un trade pour essayer de partir lui aussi. Donc en fait, si tu prends Shaedon Sharpe, si tu prends Scoot Anderson, tu tournes une page, ça va faire mal. Mais jamais on a été aussi proche d'un management de Portland qui dit écoute Damian, je suis désolé, t'as eu ta quicheta, t'as eu un contrat incroyable, t'es un mec extraordinaire, t'auras des ovations toute ta life quand tu reviens à Portland, mais là c'est l'heure. C'est l'heure de collaborer et je te jure, et je pense vraiment que le management de Portland, si Damian Lillard demande son transfert, je pense pas qu'ils vont faire les crevards. Bah, disons que. Ils vont se dire c'est quoi, ça t'arrange, Brooklyn ça t'arrange, Miami ça t'arrange, on accepte potentiellement qu'il puisse y avoir un trade pas trop forcément avantage pour que la fin de cette relation elle se passe bien. Ouais, tu penses, ouais. Ah ouais. Je demande à voir ça, moi. Ah bah si Portland par contre le transfert et qu'ils font un transfert dégueulasse où en fait après la relation elle explose, non, Portland ne fera pas ça. Non, je te dis pas qu'ils vont lui jouer un sale coup de manière intentionnelle. En fait, il est perdant par rapport à mais son esprit de compétition, c'est ça, Lillard? Ça c'est sûr. Bah, ça c'est sûr. Ah ouais, mais tu vas où avec Portland? Mais exactement. Mais par rapport aux histoires de trade que tu mentionnes, je pense qu'il peut aussi se retrouver perdant dans le sens où on voit bien le marché. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui vont avoir les moyens de faire une proposition un minimum sérieuse pour Damian Lillard. Ouais. Il y a le Heat et les Nets. Voilà, il y en a que deux et faut pas trop tarder parce qu'après elles vont avoir fait des choix sur cette intersaison et elles pourront plus forcément se positionner sur Lillard. Bien sûr, il y en a deux au moment où on parle. Il y en a deux au moment où on parle. C'est-à-dire que si ça devient officiel, il y aura un peu plus de monde. S'il y a notre cher Chris Haynes qui en fait est la boîte vocale de Damian Lillard, exactement, qui débarque et qui Chris, nous annonce. tiens, je t'ai mis dans ta boîte aux lettres un petit papier. Tu copies-colles. Il y a 278 caractères, ça passe nickel. Tout à fait. Ouais. Tu rajoutes ce que tu veux, juste un emoji, ça passe. Mais l'emoji clin d'œil. Exactement. Si t'as Chris Haynes qui nous annonce juste que Damian Lillard accepte que Portland entretienne des offres de trade, comme je le souhaite, ça puisse l'être et ça va faire mal encore une fois, mais sous 2 à 3 semaines, il y aura plus que les Nets ou le Heat. D'autres franchises vont se dire attends, ça y est, c'est enfin officiel. Le mec est dispo, donc allons-y. Parce que ça reste quand même un mec extraordinaire. Mais c'est vrai que ça va être difficile à transférer. Ah bah très compliqué, le contrat est énorme, hein. Je peux vous le ressortir le contrat, on en a fait tout un apéro l'autre jour. En fait j'ai envie de te dire, perdant, c'est les fans de Portland qui sont tellement attachés à Lillard qu'ils refusent qu'il puisse y avoir le moins de transfert. Ça c'est sûr, ça va faire émotionnellement ça va faire mal. Mais je comprends d'ailleurs. Mais là c'est tellement, franchement, je vous jure, Joe Cronin là, il nous a pris Scoot Anderson et Shaedon Sharpe.
La vie de Wham, c'est parti. Tu l'as ton backcourt là. Tu l'as tes deux gars, tes deux pépites que tu peux développer. On n'est pas sur la timeline de Damian. En fait, Lillard là, on n'est pas. Il a encore 45 millions sur la saison 23-24. Ensuite, il aura 48, presque 49 millions sur la saison 24-25. Ensuite, il va passer, là, il a son extension qui kick out. Et là, il passe à 58 millions, puis 63 millions sur la saison 26-27. Lors de laquelle il aura 37 ans. Donc, je pense quand même que ça va être un frein pour lui à aller dans la destination de ses rêves ou la destination dans laquelle il peut vraiment travailler avec un effectif contender. Forcément, tu as plein d'équipes. Les grosses équipes qui sont contenders, souvent, elles ont des masses salariales déjà bien chargées. Et donc, rajouter l'immense contrat de Damian Lillard, ça va pas être si simple. Non, c'est sûr. Voilà. Mais Lillard, je suis d'accord. En tout cas, c'est une discussion. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Est-ce que Damian Lillard est un perdant de cette draft 2023 ou est-ce que justement c'est un gagnant dans de futures franchises où il va pouvoir gagner plus de 44 matchs? Qu'est-ce que tu as, toi, à nous proposer là en défaite là? C'est qui les champions de la loose là? Je sais pas si c'est les champions de la loose. Ah. Parce que, mais en tout cas, ils ont très clairement été pointés du doigt par la commu. Je ne fais que récupérer ce que je vois. Comme étant l'équipe qui a le plus fait grimacer. Charlotte. Si tu regardes l'ensemble de la soirée des Hornets, tu as eu des choix qui sont intéressants parce que en termes de talent, monsieur Brandon Miller plus Nick Smith Jr. qu'on avait vu aux côtés d'Anthony Black à Arkansas plus Amian Bailey, je crois Amian Bailey, j'ai perdu le blaze en ce début de second tour qui a fait UCLA, je vais vous le retrouver tout de suite. Amari Bailey, pardon. Non, c'est Amari Bailey. C'est Amari Bailey en effet qui a été récupéré par les Hornets. En soi, sur les trois choix, fine. Moi, je veux juste entretenir la conversation Hornets. C'est que, on est quand même, tu l'as vu comme moi la vidéo que j'ai relayée, la réaction des fans des Hornets à la sélection de Brandon Miller, ça fait extrêmement mal. J'appelle pas ça une franchise qui est vainqueur. Non. Quand ton pick 2 il est accueilli comme ça, c'est extrêmement violent. Après, on a vu les fans des Knicks hués par Zingis à l'époque. Tout à fait. Et il y a plein de fans comme ça qui pensent que c'est son maillot. Tout à fait. Mais et on va voir si ça se trouve les Hornets ont trouvé le futur Paul George qui est encore meilleur et on lui souhaite ça. Juste entre ça et ce que je t'ai montré tout à l'heure et que je vous invite à aller voir. Ça s'appelle Mitch Kupchak qui essaie de justifier son pick. C'est disponible sur Twitter. Vous y allez. Ça fait flipper. Mitch Kupchak, on lui pose tout à fait la question. Quand je t'ai montré, j'étais genre en mode wesh. Mitch Kupchak, on lui pose la question pourquoi est-ce que vous avez pris Brandon Miller? Et il s'en mêle les pinceaux total. C'est comme s'il y avait des sous-titres en dessous et qu'il y avait marqué ce n'est pas mon choix, c'est le choix du patron avant qu'il se taille, c'est un choix de Jordan, merci, au revoir, je ne sais pas ce qu'on a fait. La tête de Mitch Kupchak. Il est à deux doigts de dire ça. Il est à deux doigts de dire ça. Il dit c'est un freshman, il est un peu plus jeune, mais en fait non, il n'est pas plus jeune. J'ai fait un choix. Super. Votre GM avec un pick 2, il s'exprime comme ça, vous êtes perdant de la soirée. Je suis désolé. Et ça veut pas dire que les joueurs qui sont là sont mauvais. Je pense que quand tu vas faire une traction LaMelo Ball, Mark Williams avec du Brandon Miller, Gordon Hayward qui reste avec d'autres garçons, du coup Terry Rozier va peut-être avoir un autre rôle. On va voir. Il y a plein de garçons à devoir discuter sur les prochaines semaines. Les Hornets, si ça se trouve, peuvent retrouver un peu de respect la saison prochaine. On va voir la décision autour de PJ Washington et aussi de Miles Bridges. Mais est-ce que là, quand tu as préparé la vidéo, tu t'es dit Charlotte est un vainqueur de la draft? Non. Voilà. Donc après, on peut peut-être pas les mettre en perdant, mais je veux bien l'avis des gens parce que c'est quand la dernière fois qu'on a vu un pick 2 accueilli comme ça. Ça fait pas des Hornets, non, mais ça fait pas deux pour autant des perdants. Non, mais c'est chaud quand même. Faire deux des perdants, à mon avis, c'est trop dénigrer sans l'avoir vu sur un terrain NBA le niveau de jeu évidemment de Brandon Miller. Bien sûr. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'embête, c'est que ça tire des conclusions alors le type rigole pas du tout et si ça se trouve il est dans la course au rookie de l'année parce qu'en fait il faut 20 points par match. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Non mais c'est juste l'ensemble de la soirée. C'est que vu qu'on est dans de la réaction à chaud, il y a eu plein de trucs. La réaction de Kupchak elle fait très mal. La réaction de Kupchak elle fait très mal. La réaction des fans elle fait très mal. Donc c'est chaud quand t'es sur une soirée de festivité comme ça. Je veux dire le 16 mai quand on est sorti de la loterie. Putain il y avait de l'excitation quand même à Charlotte. Ce matin, ça tire la gueule. Ah bah là. Et ça, c'est pas contre les joueurs, c'est juste que le mood, il est comme ça. Et donc, je peux pas les mettre en vainqueur. C'est peut-être un peu trop dur de les mettre en perdant. On espère que les jeunes, ils vont cartonner. Mais franchement, là, moi, en tout cas, je peux comprendre s'il y a des fans Hornets qui disent non, Bastien, on est des perdants. Non, mais c'est là où la réaction de Kupchak fait d'autant plus mal. Parce que t'aurais ton GM
qui débarquerait en conférence de presse qui dirait non, non, les gars, on s'est pas bien compris. Ouais. Nous, on a vu Scoot Anderson en workout, c'est un joueur extraordinaire, c'est un monstre. Mais on a aussi vu Brandon Miller. Et on a trouvé que c'était un monstre. On pense qu'en attaque, c'est un gars qui vraiment va marcher sur les traces des plus grands ailiers. Et nous, en fait, on avait envie d'ajouter ce talent-là dans l'aile chez nous. Et donc, on a pris Brandon Miller. À la limite, qui s'explique par des explications. Tu les valides ou tu les valides pas, mais au moins qu'il ait des explications. Là, la vidéo qui circule, c'est vraiment genre ah ouais bah alors je l'ai pris, mais bon bah voilà, j'avais un choix à faire, j'ai fait un choix. Ce n'est pas un argument, ça, en fait, tu vois. Alors après, oui, là c'est pas c'est ça qui m'embête. Tout à fait, c'est pas le seul élément de conférence de presse. Mitch Kupchak avant, il a dit que c'était leur choix premier tout au long du process. Bon d'accord, après on sait qu'en ce moment les exécutifs, salut Mike Dunleavy, quand ils disent des choses, ils en pensent la moitié. Donc les Hornets, voilà, moi je suis obligé d'en parler parce que je sais pas si ce sont des perdants. C'est trop tôt pour dire que c'est des perdants, mais combien de fois on voit des franchises, putain, combien de fois on voit une franchise qui a des pics, qui a un pic 2 et dont le mood de la fanbase au réveil, c'est de faire vas-y. Non, mais il y a une odeur de lose. Franchement, j'entends ce que tu dis. C'est chaud. Je rappelle, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas vu l'info, je l'ai balancé tout à l'heure, que le 3 juillet, lors du California Classic, le début de la Summer League, le 3 juillet, notez-le tout de suite dans votre petit agenda. Qu'est-ce qui se passe le 3 juillet à 23h? De y avoir le début de la Summer League avec Brandon Miller qui joue. Spurs Hornets carrément. À 23h. J'avais pas le calendrier en tête. Spurs Hornets à 23h. On sait que du côté de San Antonio, Victor Wembanyama a annoncé qu'il voulait jouer la Summer League. Si Brandon Miller casse des bouches, soyez pas surpris. Et si Brandon Miller il pète la gueule de tout le front de court de San Antonio, là ça va évidemment jacter. Et on rappellera évidemment que pendant la Summer League, on ne fait pas de conclusion. Ah bah non. Surtout pas, c'est pas du basket. Donc bon. À toi. Ouais, tu me parlais de Mike Dunleavy Jr. tout à l'heure. Et je trouvais que c'était une très très bonne transition pour parler des Warriors. Que je peux tout à fait les mettre dans les perdants de cette journée de draft. Dans quel sens? Dans le sens où ça a tradé dans la journée, hein. Ça a tradé donc Jordan Poole pour obtenir Chris Paul, plus contrepartie de la part des Warriors qui envoient des assets de draft, notamment aux Wizards, dans cette affaire-là, pour récupérer Chris Paul. Chris Paul, joueur encore très intelligent, passeur, machin, le point gun, mais il commence à vraiment être vieux, il commence à être compliqué à utiliser en défense, il commence à moins rentrer de tir. C'est pas non plus l'affaire du siècle là, et je te dis pas que les Warriors peuvent pas le requinquer un peu et qu'il peut pas se retrouver un peu une seconde vie là chez les Warriors, c'est possible, mais c'est pas sûr. Et surtout, c'est marrant parce que j'en ai parlé quand on a fait l'émission hier de draft, pendant 1 heure avant que la draft commence, on a détaillé de ce qui se passait, donc évidemment on a parlé de ce trade, ça ramène quand même Chris Paul en backup de Steph Curry, c'est quand même pas n'importe quoi, je veux dire, quand tu fais un top 10 all-time winner, ça veut dire que potentiellement, si tu mets Chris Paul dans ton top 10 all-time winner, bah en fait les Warriors en ont 2. Puisque Curry y est quand même, hein, attention. Pas de bêtises. Je crois. Hein. Et je disais, j'aime pas trop, parce qu'au-delà de savoir la compatibilité de Chris Paul, ce qu'il peut apporter en sortie de banc et tout, ça me semblait pas du tout être une priorité de recrutement de la part des Warriors. Donc je me suis dit, ok, j'ai compris, les types ils en pouvaient tellement plus de Jordan Poole qu'à un moment donné, il y avait cette opportunité-là, ils se sont dit, oh bah ouais, Chris Paul, ça va Steph, ça te plaît? Ah ouais, Chris Paul, allez, hop, c'est parti, on y va. Ouais, Jordan Poole se casse, il y a Draymond Green qui est là, bah nickel, impeccable, salut Jordan, tu vois. Casse-toi. Donc je m'étais dit, ok, c'est ça les raisons, et puis après tout, pourquoi pas, puis ça se défend. Sauf qu'en fait, au soir de la draft, là, hier, tu prends Brandin Podziemski, excusez-moi pour la prononciation pas terrible. Sniper, mais meneur, au mieux combo garde. Et il donc, va être sur les ailes. Encore une fois, ce n'est pas un joueur qui répond aux besoins premiers des Warriors, qui est du joueur capable de mettre des trois effectivement, mais aussi de défendre avec des qualités athlétiques, de la longueur et tout dans l'aile. Je suis d'accord. Et donc les Warriors ont passé pas mal de temps à renforcer leur backcourt, alors qu'il y avait quelques opportunités, et il y en avait encore là quand ils ont drafté en 19.
de prendre d'autres types de joueurs qui auraient pu t'apporter. Il y avait Cam Whitmore évidemment, hein, mais il y avait Clowney, il y avait, je sais pas, va sur Chris Murray, hein, pourquoi pas Chris Murray, tu vois, ce genre de gars. Donc j'ai été surpris et un peu déçu de ces choix de Mike Dunleavy Jr. C'est pas que je crois pas en Podziemski, c'est pas que je pense que Chris Paul il est finito, il doit pas en être si loin, donc attention. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre en quoi ça renforce réellement les Warriors. Voilà. Donc ouais, moi catégorie perdant. J'entends. Comme on a discuté dans le live hier, je pense que lorsqu'on a traversé la saison des Warriors, il y avait des incertitudes, mais il y avait selon moi une certitude qui allait se transformer là sur la l'intersaison. C'était que Joe Lacob débordait jusque-là de dépenses faites à droite à gauche, et que donc on a vu la première décision, première et certainement pas la dernière, hein, soyez prêts, hein, du côté de Golden State, de arrêter de payer des taxes dans tous les sens, même si il a pas de problème à finir les fins de mois, hein, ça explique le trade Chris Paul en gros. Ça explique en premier le trade Chris Paul, mais ça explique du coup aussi ce qui va très probablement se passer, qui est, comme on a parlé en live, merci Dante DiVincenzo, t'as apporté un super truc, c'était génial, on a adoré ce que tu as ramené parce que ça allait pas trop entre Sacramento, Milwaukee et compagnie, mais donc l'idée c'était de se dire, si tu laisses passer un garçon comme ça, parce que tu vas pas pouvoir le prolonger et qu'il va partir ailleurs, il faut qu'on puisse prendre potentiellement un joueur du même type de registre, et donc qui va être sur un contrat rookie, donc un contrat que tu contrôles avec des finances légères. Golden State du coup réduit sa marge parce que Jordan Poole coûtait plus cher que du Chris Paul va l'être sur la durée, parce que Chris Paul en fait dans un an déjà on a vu les histoires de garantie non garantie et expirant, donc déjà tu libères un peu, donc Joe Lacob et donc je suis d'accord qu'en fait au niveau sportif pur ça tire la gueule, c'est pas ouf quand même, c'est pas ouf, mais j'essaye de me dire qu'il y a de la part de Dunleavy, et j'espère pour lui qu'il y a une picture globale, et que en gros tu vas avoir Draymond Green qui va faire, tu sais quoi, le move il a été bien fait, fuck Jordan Poole, moi je prolonge, et tu sais quoi, même je vais faire un effort financier, je suis Draymond Green, et tu sais quoi, en fait j'ai prévu de faire toute ma carrière à Golden State et je vais faire un petit effort sur mon deal, et jusqu'à la muerte, Steph, moi, Steve Kerr et Klay Thompson. Mais pourquoi en 19 tu prends Podziemski du coup, prends un ailier? Et peut-être qu'en effet, tout à fait, peut-être qu'ils ont. Moi, j'ai du mal à suivre la stratégie. Et quand j'ai du mal à suivre la stratégie, ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, je les mets dans les perdants. Voilà, c'est assez classique. Argumentaire implacable. Je comprendre. Tout à fait. Juste pour rappeler évidemment ce qui avait été un petit peu leaké. On va voir si on peut croire les Warriors sur les leaks juste avant la draft. Ils disaient notamment qu'ils en avaient marre de prendre des joueurs qui sont des types prospects. On l'a vu avec Kuminga, on l'a vu avec Moody. Ils ont besoin de joueurs qui sont capables de contribuer tout de suite. Comme Chris Murray, quoi. Comme Chris Murray. Comme Brandon Podziemski qui en fait débarque demain matin et est un sniper de qualité. Tu le mets dans un shootout avec les Jet Howard, il tient la marée. Il peut tout à fait s'en sortir. Je suis d'accord. Donc c'est juste le asset qu'il voulait avoir. Et puis il va s'entraîner avec Steph Curry, ce qui, pour un shooter, normalement fait pas trop de mal. Par contre, on soit d'accord, je ne l'aimais pas en vainqueur. Bon, ok. Qu'est-ce que t'as d'autre toi dans tes perdants? Ça t'a fait sourire parce que j'en ai parlé tout à l'heure en off, on les préparait avec Alex, et c'est un petit peu isolé. Je pense pas que c'est une tendance, mais je veux bien discuter avec toi et avec les gens. Regardez-moi ce tableau comme il est beau. Est-ce qu'on peut me dire d'où viennent les 7 premiers choix de la draft? Victor Wembanyama, France. Brandon Miller, NCAA. Scoot Anderson, G-League Ignite. Amen Thompson et Oscar Thompson, Overtime Elite. Anthony Black, NCAA. Bilal Coulibaly, France. Sur les 7 premiers choix de la draft, il n'y en a que 2 qui sont de NCAA. Ça ne veut pas dire que la NCAA est terminée. Si vous regardez la draft de la saison dernière, vous avez les Chet Holmgren, les Jabari Smith, les Paolo Banchero et tout ça, les Bénédicte Mathurin, ça continue. Mais je pense que la NCAA, là, quand ils ont vu la draft hier soir, ils ont dû se dire: attends, c'est quand même sérieux les histoires de ligue qui se développent à côté. Michel ouais, attends, il y avait des trucs isolés, genre Jalen Green, Jonathan Kuminga, les mecs qui se développent comme ça, pourquoi pas? Il y avait eu 2 gars de G-League qui se développaient. Non, là ça peut devenir une tendance. Là, G-League Ignite, il commence à y avoir de plus en plus de joueurs. Overtime Elite, on va voir comment ça se développe, mais t'as 2 garçons qui vont devenir les templates de tu peux te faire drafter de là. Et les ligues internationales, c'est-à-dire qu'on a vu, on est quand même en sortie il y a quelques années d'Américains qui hésitaient encore à prendre Luka Doncic en premier pick. Ouais, et puis là, les 2 internationaux, donc, ce sont des Français qui évoluaient cette année dans le championnat de France, donc à Boulogne-le-Valois. Ouais. Ça va être quoi quand tu vas avoir des gros gars du Real, du Barça, des gars des Balkans, tout à fait. Tu sais, des gars qui vont loin en Euroleague dans leur équipe de
du Fener, Bien sûr. de l'Olympiakos ou je sais pas quoi. Et effectivement, t'as raison. Un des perdants, une des perdantes, pourrait tout à fait être la NCAA, le championnat universitaire américain, qui est en train de se faire pas supplanter parce que, regardez la suite. C'est encore eux qui fournissent le plus de joueurs. Bah oui, la suite de la draft, c'est que de la NCAA. Mais la qualité de la formation, qu'elle soit à l'européenne, à la internationale, si j'ose dire ainsi, est de plus en plus reconnue. Et comme elle est de plus en plus reconnue, il y a de plus en plus de travail à faire côté NCAA, de plus en plus de réflexion sur le système, sur comment ça fonctionne, parce que le constat est clair. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs de 16, 17 ans, tu vois, les lycéens et tout, qui commencent à se poser la question, je suis trop fort au basket, qu'est-ce que je fais ? Quel est mon tremplin d'un an avant d'aller en NBA justement ? Bah c'est plus forcément la NCAA. Bah c'est ça. C'est toute la discussion, et encore cette année on n'était pas sur une draft, une cuvée de draft où la NBL, qui est donc la ligue australienne, a envoyé du lourd, alors qu'on venait de voir Lamelo et Josh Giddey débarquer de cette ligue là. Donc en fait, quand on regarde la tendance, on a Jokic qui vient d'être 2 fois MVP des finales, Giannis, Luka Doncic, on a eu d'autres garçons comme ça qui se développent. Il y a, et nous on a eu cette discussion récemment, il y a des petites interrogations sur, même s'il y a un énorme pool de talents, qui sont les futurs représentants de Team USA. On va avoir une transition post-KD, LeBron, Curry dans quelques années. Et là, on le voit déjà avec le mondial. Même à la Coupe du Monde un peu là, Tout à fait. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Devin Booker, Jason Tatum, Anthony Edwards et toute la clique. C'est une bonne équipe. C'est une très très bonne. Les Américains envoient encore du gros talent. Mais petit à petit, tu commences à avoir certains schémas, comme celui de la NCAA, qui sont en train de se faire gratter. Petit à petit, tu commences à avoir d'autres ligues où, en fait, si t'es américain, si ça se trouve, dans quelques années, on va regarder en arrière, et si t'es américain, et bah peut-être qu'en fait, tu vas pas du tout en NCAA, mais tu vas en G-League, ou alors tu vas essayer de faire une Lamelo, où on avait vu R.J. Hampton aussi le faire en Australie. Ou peut-être que tu vas faire d'autres formations, je sais pas, peut-être qu'un jour, il y en a qui va se dire, vas-y, je vais jusqu'en Europe, en fait. Ouais, complètement. Non, mais complètement. Attention. Et la NCAA, c'est quasiment sûr, va être obligée de revoir des choses dans son système. Quasiment sûr. Ils ont essayé un petit peu, ça restera une Rolls-Royce en termes de formation. Vous le voyez sur le tableau, il y a quand même encore une grosse majorité de joueurs qui viennent de NCAA parce que l'exposition médiatique elle est là. Mais attention, quand on voit aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont américains. Donc c'est leur façon à eux de faire leur cursus. Quand tu vois la NBA dépenser ce qu'ils ont dépensé pour essayer justement d'avoir une coverage exceptionnelle autour de Wembanyama, qui est un phénomène, c'est une étoile filante, mais ils ont quand même fait ces dépenses-là. T'es la NCAA, tu fais attends, ils ont plutôt dépensé sur ça que sur moi. Là, j'étais en train de réfléchir. Tu vois les drafts récentes. C'est-à-dire que c'est une tendance. Là, elle pique dans cette draft. J'étais en train de réfléchir aux drafts précédentes. Donc, comme tu l'as dit, là, il y a eu Jalen Green et tout. On réfléchit aux prochains prospects. Qu'on attend pour les drafts d'après. On est déjà en train de parler de Zachary Rizaché, le français. Tu vois, on est déjà sur genre parmi les gros prospects très très hype. Il y a déjà des types, c'est sûr, ils vont pas aller en NCAA en fait. Non, bien sûr. Donc, il y a une génération espagnole qu'on attend fort par la suite, en fait, qui sont en train de se former sur le vieux continent. Donc attention la NCAA, je pense que ils sont perdants eux. Moi, je trouve ça plutôt positif. Par contre, je pense que ça ouvre d'autres horizons. Ah oui, pour le basket, par contre, c'est génial. Exactement. Ça permet à d'autres types de joueurs qui sont pas passés par le parcours classique NCAA pour des raisons X ou Y, d'être repérables quand même. Bien sûr. Et que les scouts y fassent attention. Non, franchement, c'est pas cool pour la NCAA, mais pour le basket, c'est plutôt bien, je pense. Le basket est grand vainqueur. Exactement. On peut avoir de tout. Est-ce que tu avais une dernière franchise? J'en ai un. C'est un demi-perdant, si j'ose dire ainsi. Ce sont les Kings. Sacramento. Ouais, parce que clairement, il y a eu un moment dans cette draft où on a commencé à se dire c'est bon. Chris Murray, le jumeau ça fait mal de Keegan Murray. Il était tristoun aussi. Keegan Murray qui vient de nous sortir une saison de rookie absolument magnifique. De qualité, discipliné, ça shoot bien. Ça joue 3, ça joue 4, c'est capable de défendre un peu, de switcher. C'est sérieux, Keegan Murray est quand même devenu rookie titulaire dans une des meilleures équipes de la ligue cette saison, les Kings. Donc c'est quand même très sérieux. Bien sûr. Et en playoff, il a été contre les Warriors, il a été tout à fait
correct et il au va faire, rendez-vous. il va faire une belle carrière. Et son frangin, plus vieux et tout, peut-être un peu moins de potentiel, mais enfin ça a l'air d'être un garçon bien sérieux aussi au basketball. Ça défend, ça rentre des tirs, c'est long. Ah bah dans le jardin des Murray, ça doit, dis donc. ça doit taffer. S'il y a de la fille, là ça touche pas le cercle. Hein. Non. Celui qui touche le cercle, a perdu. ouais. Bien sûr. Tu feras la vaisselle. Et là, donc on arrive, bam, pick 21, les Nets, tac, ça prend Noam Clooney. Le 22, bim, les Nets encore eux, ça prend Eric Whitehead. On arrive en 23, on fait bah c'est bon. C'est bon. On regarde Simon, on fait bah dis donc, nickel. Il y a les frères Murray. Tu vas faire les jumeaux. Et là, qu'est-ce qu'ils font les Blazers? Bah, Bim. Et ils ont raison, parce que c'est un bon joueur et il peut leur servir aux Blazers. Hein. Bah, oui. Voilà. Et donc du coup, les Kings, fâchés, ils ont rage quit. C'est un peu rich quit. Ils ont. Ah, je suis vache parce qu'en fait, ils ont fait un trade qui leur permet de se débarrasser du salaire de Rich Holmes dont ils ne se servaient plus du tout. Oui. Ou quasiment plus. Donc, ça reste tout ça. Ça, c'est des semi-perdants, comme tu le dis. Demi-perdants, Bien sûr. exactement. C'est parce que je pense que là, ce qu'ils ont été obligés à faire avec leur pick 24, c'est-à-dire le trader parce que finalement, tu sais plus trop quoi faire avec, c'était leur plan B, quoi. C'était leur plan B et leur plan A, ils l'ont pas eu, alors qu'il était assez simple et qu'ils en étaient vraiment tout prêts. Il manquait plus que 5 minutes. Il manquait plus que les Blazers choisissent quelqu'un d'autre. Et hop, c'était bon. Donc ça, ouais, j'ai trouvé ça un peu dur. Et dans ce sens-là, ça me les met un peu dans les perdants. Mais enfin, c'est pas des grands perdants, c'est juste un peu les boules. Je comprends totalement. Pour finir, moi, j'avais une dernière toute petite note. Évidemment, vous savez que parfois, on aime bien faire du poste par poste. J'espère que les fans de pivots traditionnels ne sont pas trop tristes aujourd'hui. Regardez-moi la beauté de ce premier tour. On a Victor, on a Derek Lively. On peut rajouter quoi en termes de pivot? C'est chaud les intérieurs là. Pivot. Bah si, non, Noam Clooney quand même. Oh, c'est peut-être même pas un pivot. Non. Pivot, hein. Maxence, non, c'est pas un pivot. Non, mais en soi, c'est trop. En soi, c'est trop. Voilà. C'est chaud, y a pas de pivot. T'as raison. Sur cette draft, on savait qu'elle était très guard oriented. On savait qu'il y avait du gros ailier et du guard qui était capable de bien shooter, ça y a pas de problème. Mais alors au poste de pivot, c'est vrai qu'il y a pas de pivot. C'est chaud. Donc encore une fois, ce sont des cuvées, on va pas tirer des conclusions, mais faudra voir aussi quels sont les pivots de demain parce que et aujourd'hui même au niveau intérieur. Ouais. Parce qu'il y a des mecs, on dit ouais c'est des ailiers forts, mais c'est un peu des mecs qui a pas si longtemps on aurait mis c'est des 3. Tu vois, je pense par exemple Taylor Hendricks, ça va être un 3-4. Taylor Hendricks, il peut jouer 4, il va peut-être même jouer 4 chez les Pacers, mais si tu me le mets 3, ça me va bien. Jarris Walker, c'est un intérieur. C'est peut-être pas un pivot, mais c'est un intérieur, vraiment. Donc ouais, mais c'est vrai que des intérieurs, les intérieurs dans ce premier tour, c'était vraiment d'une violence. Donc c'est vrai qu'il y en a pas énormément. Il y en a quelques-uns au deuxième tour. C'est ça. Mais au premier tour, c'est vrai que ça fait très très mal. Mais au premier, très compliqué, tout à fait. T'avais d'autres points ou on est bon? Non, j'ai l'impression qu'on est pas mal. On est bon, évidemment, si vous en avez d'autres. Je sais que les fans d'Orlando aussi, dans la fanbase, j'ai lu 2-3 choses. Ils sont pas tout à fait sûrs de Jet Howard qui est pris devant Grady Dick, Jordan Hawkins et compagnie. On va voir. Moi, j'en ai vu qui trouvent qu'Anthony Black c'est un peu rich. Que c'est un peu rich aussi. Ouais. Orlando, on va voir. Orlando, on leur fait confiance parce qu'entre Franz Wagner. Pas envie de les mettre dans les perdants ni dans les gagnants. En fait, je savais pas où les mettre. Moi donc je les ai pas mis. Pareil. Entre Paolo Banchero et Franz Wagner, ils ont fait des bons choix. On leur fait confiance à Orlando. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous attend, vous, dans les commentaires. Qui, selon vous, sont un petit peu les perdants à chaud? Les prochains rendez-vous, c'est quoi? Vendredi prochain. Free Agency. Le vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, il y aura un live Twitch pour vivre tout ça. L'actualité va continuer. Vous avez vu, il y a des transferts qui vont tomber dans tous les sens, des rumeurs autour de Draymond, de Kyrie, de Lillard, de Harden. On va suivre tout ça. Et surtout, du 3 au 17 juillet, Summer League. La Summer League de Vegas, c'est du 7 au 17, mais la Summer League débarque, tout à fait. Je crois que c'est diffusé sur NBA League Pass et j'ai posé la question à Rémi Réverchon pour voir si c'est diffusé sur beIN Sport. Tous ces gamins-là, on va les voir sur le parquet, ça sera hyper intéressant. C'est toujours hyper intéressant la Summer League. Si tant est qu'on prenne ça pour ce que c'est-à-dire de la démo un peu individuelle, la foire du trône de chacun des gars. Non mais c'est vrai, bien sûr. C'est ça, parce qu'il faut pas s'attendre à tous les ans. Moi je vois des gens, c'est chiant à regarder et tout. Oui. Mais t'es pas là pour ça. Tout à fait. C'est là juste pour regarder, genre, ok, Cason Wallace, il a le ballon en main, qu'est-ce qu'il fait avec? Exactement. Ah, dis donc. Voilà, c'est tout. Exactement. C'est tout. Sur ce, on vous fait plein de bisous. Merci à celles et ceux qui étaient là pour la draft. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Des bisous. Ciao.